Vous écoutez le podcast de la formation, le podcast fait par et pour les actrices et acteurs de la formation. Bonjour et bienvenue. Je suis ravi de vous recevoir sur le podcast de la formation, dédié aux formatrices qui souhaitent profiter de retours d'expériences terrain qui fonctionnent et de stratégies détaillées étape par étape. Chaque épisode vous permet de mettre en place des actions immédiates et d'obtenir des résultats efficaces et concrets. Bonjour et bienvenue sur le podcast de la formation. Je reçois aujourd'hui Manuela. Manuela, peux-tu te présenter ? Oui, bonjour. Alors, je suis ravie d'être sur ce podcast aujourd'hui. Alors, je me présente. Donc, je suis Manuela. Je travaille dans la formation maintenant depuis 10 ans. J'étais longuement commerciale et directrice commerciale dans l'hôtellerie 4 étoiles. Et puis, j'ai fait une reconversion pour transmettre mon expérience, mes compétences, mon savoir-faire à des personnes qui souhaitent faire ce même type. Bonjour et bienvenue sur le podcast de la formation. Je reçois aujourd'hui Sonia. Sonia, peux-tu te présenter ? Ah oui, bonjour Laurent. Oui, je me présente avec plaisir. Je suis facilitatrice de l'apprentissage et ingénieure pédagogique depuis très peu de temps, parce que dans la première partie de ma vie, j'étais archiviste dans, dans une communauté d'agglomération et j'ai fait un tournant en 2020 pour devenir formatrice avec une formation certifiante. Très bien. Et de quoi tu veux nous parler aujourd'hui, Sonia ? Eh ben, en fait, le tournant, c'est lié à justement ce qui m'a fait tilt en 2020 suite à une formation que j'ai faite en tant que formatrice interne. Parce que depuis 2006, je faisais des formations internes auprès des agents sur les archives et j'ai eu la possibilité de faire une formation sur la ludopédagogie qui m'a fait un petit tilt et c'est tombé juste avant le confinement. Oui. Et en fait, pendant le confinement, me suis pris cette formation pour modifier la formation que je faisais. Et c'est ça qui m'a donné envie de devenir aujourd'hui formatrice à temps complet. Ah bah écoute, très bien. Bah écoute, on est tout oui pour écouter cette histoire, cette aventure et comment tu en es arrivé là aujourd'hui. Ah, ouais, je vais essayer de la faire courte quand même parce que c'est c'est long. En fait, je me suis rendu compte par rapport aux archives qu'il y avait beaucoup d'a priori ou de malentendus sur ce que c'était les archives et j'avais un vrai sujet pour qu'ils s'intéressent à ce sujet-là, les agents, puisque c'est à partir du moment où ils vont s'intéresser qu'ils se sentiront responsables pour conserver les documents et qu'on puisse ensuite créer les histoires à partir de ces documents et créer la mémoire locale ou autre. Et donc, il fallait que je fasse une sorte de connexion avec les archives. Et grâce en 2020 à ces outils-là, j'ai modifié avec une formation qui explorait l'émotion et la ludopédagogie avec un parcours itinérant dans un service d'archives qui était sous forme de visite où à chaque étape, il y avait un morceau d'histoire du bâtiment d'archives et de sa fonction, des jeux qui permettaient de comprendre quelles sont les missions des archives, qu'est-ce que sont les archives, qu'est-ce qu'on a comme archives dans une communauté d'agglomération, et puis aussi des points de rencontre avec des documents d'archives qui racontaient, eux, une autre histoire qui était le fil rouge de tout le parcours, qui était l'histoire des halles dans la localité, qui est une fonction qu'il y a dans toutes les villes, mais qui a été modulée, enfin, où il y a eu beaucoup d'endroits où les halles ont été installées. Et donc, c'est à la fin de la première fois que j'ai fait ce module que je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Parce que en sortant
de la visite, j'ai une apprenante qui m'a dit spontanément comme ça, je me sens comme une petite fille au matin de Noël. Et j'ai Incroyable. ressenti tout le plaisir qu'elle avait eu juste à entendre ça. Excellent. Quels sont, avec cette première expérience, les faits marquants que tu as observés par rapport à ce que tu faisais avant? Ben, en fait, la différence, c'est que tu as des apprenants qui sont hyper engagés, qui posent plus volontiers des questions, qui observent davantage. Là, d'avoir des connexions avec les documents, ça leur a fait faire découvrir des trésors, c'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte aussi euh, euh, du trésor que je leur offrais. Et ça leur a permis d'avoir plus d'intérêt, de curiosité. Et derrière, on a finalisé avec un bingo pour faire une évaluation de ce qu'ils avaient retenu. Et c'était énorme les, les, les résultats qu'ils ont obtenus avec ce bingo. Et il y a une autre chose, c'est qu'ils rigolent énormément. Alors, parfois, ça pose un problème de dynamisation, on est d'accord, mais c'est vraiment joyeux et ça crée un confort très sympathique. Est-ce que tu as pu mesurer l'effet de ta formation sur leur pratique et les nouvelles choses qu'ils mettaient en œuvre? C'est-à-dire, les objectifs que tu visais étaient-ils appliqués dans leur pratique de tous les jours? Bah, alors, ça, c'est difficile à mesurer dans une collectivité territoriale parce que on fait pas de formation en situation de travail, enfin, en tout Oui. cas là où j'étais. Et l'intérêt de ce module-là n'était pas forcément qu'ils acquièrent des compétences, mais qu'ils aient envie de mieux comprendre et de mieux utiliser les archives et d'en être responsable et de les sensibiliser à, à comprendre que c'est super important et qu'ils aient envie d'apprendre à mieux les gérer. Parce que derrière, il y avait des modules complémentaires pour être en pratico-pratique sur comment on s'occupe des archives. Et certains qui n'étaient pas inscrits ont eu envie de s'inscrire à ces modules-là pour apprendre un peu mieux à gérer leurs documents. D'accord. Concrètement, je voudrais qu'on fasse un petit point. Moi, quand on me parle d'archives, moi, j'ai l'impression qu'on va consulter les histoires passées, etc. Aujourd'hui, dans ton cadre, enfin, oui, aujourd'hui, dans ton cadre professionnel, ce sont quoi des archives? Qu'est-ce que vous conservez? Alors, moi, aujourd'hui, comme je ne suis plus dans ce métier-là, mes archives ont changé De de nature? domaine, de nature, pas tellement de nature, parce que les supports sont les mêmes. En fait, on parle d'archives dès qu'on a un document créé dans le cadre d'une mission. Donc, que ça soit une mission ou une activité personnelle ou professionnelle. Euh, c'est un document qui est unique, à contrario d'un livre qu'on va retrouver dans plusieurs librairies, plusieurs bibliothèques. Donc, moi, mes archives en tant que formatrice, comme certainement toi, Laurent, ben, c'est mes ressources numériques de pédagogie, c'est aussi mes contrats, c'est mon agenda, c'est mes notes de lecture, c'est mon certificat, voilà, ça peut être aussi des photos que je vais prendre dans des situations de formation ou dans ma vie personnelle. Ça peut être énormément de choses à partir du moment où c'est lié à une activité, c'est créé par rapport à une activité ou une mission. D'accord. Bah, tu vois, je comprends mieux un petit peu ce lien entre ce que je fais et ce que sont mes archives, en vrai. Parce que tu vois, j'avais jamais nommé ça archive, j'appelais ça ressource, moi, très souvent. Mais bon, un diplôme, c'est pas une ressource, c'est un élément unique, c'est vrai, j'ai bien noté ce terme, que je vais garder, que je vais mettre de Oui, côté. ouais, mais ça fait partie, ce document-là, d'un document qu'il faut savoir garder hyper longtemps, ce qui pose des problématiques quand c'est un document qui est numérique ou même papier.
de conservation, comment on conserve longtemps et comment on le retrouve au moment où on en a besoin. Ça fait partie des documents qui ont une valeur légale, en fait, très, très longue. Oui, tu vois, là, moi, à l'heure où sonnera bientôt la retraite, les bulletins de salaire d'il y a 40 ans, Tu seras bien content de les retrouver. eh ben, je serais déjà bien content de savoir où ils sont. Ouais, de les retrouver en bon état aussi, à mon Ouais, avis. Ouais, ça ouais, aussi. ouais. Quand tu dis je suis passé d'une façon classique d'aborder le sujet à cette façon ludifiée, tu as parlé tout à l'heure d'outils, de moyens. Comment on fait ça? Avec quoi on fait ça? Tu as dit on a fait un parcours, une petite découverte. Effectivement, ça change de je suis assis en cours et puis j'écoute. Hein. Tu peux nous en parler un peu en détail de tout ça? Bah, en fait, j'ai utilisé des activités ludiques très très simples que tout le monde connaît et dont on jouait quand on était un peu plus jeune. Des mots croisés, des mots placés. Oui, c'est pas des mots croisés, Mhm. c'était des mots placés. Il y avait des jeux d'association aussi, un jeu d'association où on associait un document d'archive avec le domaine d'activité concerné. Par exemple, euh, l'acte de naissance, on va le trouver dans le service de l'état civil. Et puis j'avais aussi des quiz. J'avais un jeu de reclassement chronologique aussi de. Alors c'était pas dans ce module-là, c'était dans un autre de la vie d'un document, de la biographie d'un document. J'avais aussi un jeu de classement de ce qui permettait d'identifier ce qui était nuisible ou non pour la conservation des documents. Et puis pour finir, un bingo qui est une autre façon de faire un quiz très ludique et qui rappelle les bingos, les lotos qu'on faisait quand on était Ouais, quand on était en jeune. famille. Ouais, très bien. Aujourd'hui, si j'étais, enfin c'est le cas, je suis formateur. Si je voulais un petit peu changer ma façon de faire, si j'étais attentif à ce que tu viens de dire et que je voulais me lancer dans cette nouvelle capacité d'offrir quelque chose de plus ludifié, quels seraient les conseils que tu me donnerais? En fait, moi ce que je te conseille, c'est d'essayer, c'est-à-dire de tenter sur une petite aventure, sur un petit morceau, par exemple sur le moment de l'inclusion ou sur le moment de la pause, une activité qui est très facile à créer avec des outils numériques. Il y en a plein qui sont gratuits et qui sont très faciles à prendre en main. J'en recense énormément, moi, dans le cadre de ma newsletter. Il y a aussi énormément de banques d'activités clés en main quand on manque d'inspiration. Et c'est de s'inspirer de ces pratiques-là qui sont très faciles à mettre en place et de voir auprès des apprenants, est-ce que ça match? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça crée un résultat différent pour l'engagement? Est-ce que ça crée une envie, un plaisir? Est-ce que ça crée de la curiosité? Est-ce qu'ils se mettent tout de suite à la tâche sans que tu aies eu à expliquer une consigne? Voilà, c'est observer un peu comment les apprenants réagissent et à quel point ça répond à tes objectifs pédagogiques. Et là, tu verras si effectivement tu as envie d'aller plus loin. Parce que tu n'es pas obligé de faire toute une formation comme ça. Elle peut être, la ludopédagogie peut être égrenée dans. D'ailleurs, c'est mieux, de mon point de vue, de pouvoir faire de la multimodalité. Donc, Je pourrais avoir une crainte, c'est de me dire, oh là là, déjà, ça me prend du temps de préparer tout ça. Est-ce que c'est plus long? Est-ce que c'est plus compliqué? ça dépend ce que tu veux faire. Si tu veux faire un escape game, oui. Si tu veux faire un jeu de mots type alors j'ai un mot à deviner par exemple. Ouais, J'ai fait le test hier, un quart d'heure. ouais, donc ça va.
Ça reste raisonnable. Ouais, et gratuit. Ouais. Oui, oui, il y a ça aussi qui est important. Tu parlais tout à l'heure d'endroits, de ressources. Tu as des noms à nous partager? Parce que, comme tu l'as dit, tu as beaucoup de ressources sur ta newsletter, donc je ne manquerai pas de mettre tes liens qui pourront diriger nos auditeurs vers ta newsletter, hein, bien sûr, pour récupérer plein d'infos comme ça. Est-ce que tu as, toi, tout de suite, des choses qui te viennent à l'idée, des outils digitaux, des choses comme ça qui seraient assez usuellement faciles à prendre en main? Bah, j'en ai repéré quelques-uns, effectivement. Là, j'ai fait justement hier une fiche sur un outil dont on parle peu, mais qui est très intéressant, justement pour tout ce qui est création et génération de mots, de jeux de mots. C'est Educol, comme ça se prononce. Tu connais peut-être? Non, pas du tout. Voilà, c'est un générateur de mots croisés, mots cachés et mots à deviner qui embarque pour une partie maintenant l'IA, donc te permet de t'inspirer autrement. Et tu peux générer très facilement et partager de plusieurs manières en téléchargeant ou en partageant des liens pour remplir en ligne. Tu peux même l'intégrer avec un iframe dans un autre outil qui permet de l'intégrer. Et c'est très facile à utiliser, c'est sans inscription, quoique en s'inscrivant, tu peux du coup mémoriser ce que tu as créé et le conserver pour d'autres D'utilisation. d'autres utilisations, ouais. Ça c'est quelque chose à faire, c'est quand tu crées quelque chose, tu le conserves pour pouvoir le réutiliser dans d'autres outils. Même si c'est pas exactement les mêmes sujets, quoi. J'ai entendu deux mots importants, hein, faire des choses simples, commencer par des petites choses, et puis le mot gratuit, hein, c'est pas parce que on n'a pas besoin d'investir pour avoir des idées, hein, il faut juste trouver les petits outils, et c'est vrai qu'aujourd'hui sur Internet, on a pléthore d'outils gratuits qu'il faut pas hésiter à aller solliciter et essayer, comme tu disais, il faut essayer les choses. Ouais, ouais, ben là, justement, aujourd'hui, moi, je partage avec ceux qui sont intéressés une fiche sur un autre outil qui s'appelle Learning Apps. Peut-être que celui-là, tu le connais. Oui, oui, Voilà. celui-là, oui. Qui est une boîte à outils magique, couteau suisse, où on peut faire énormément de choses. Soit être créateur nous-mêmes, soit aller piocher dans toutes les créations qui ont déjà été partagées par d'autres utilisateurs. Et c'est un niveau 2 pour moi, hein, parce que quand on est débutant, faut d'abord se nourrir du test de la première expérimentation. Learning Apps demande un peu plus de temps de lecture, entre guillemets, parce qu'il y a tellement de choses à voir qu'il ne faut pas se disperser. Enfin voilà, faut avoir un objectif en tête quand on l'utilise, mais c'est un vrai outil couteau suisse que j'adore aussi proposer. Je vais me faire un peu l'avocat du diable là. J'avais lu des expérimentations où sur un même enseignement, avec un même temps d'enseignement, il y avait deux propositions pédagogiques qui étaient faites, une ludifiée et une classique. Mm, mm. Et du coup, dans les résultats que les gens évoquaient, alors j'ai pas dit qu'ils étaient observés, mesurés, j'ai dit évoqués, hein, parce que j'ai pas de preuve qu'ils étaient mesurés, observés. Et dans les résultats qu'ils évoquaient, en vérité, ils voyaient pas plus de bons résultats. Par contre, ils voyaient une différence, c'était sur l'engagement et sur le ressenti positif de l'apprentissage que les gens venaient faire. Est-ce que toi, tu as vécu ou vu Bah, des choses comme ça? alors moi, par rapport je vois de quelle étude tu parles, parce que je m'y suis intéressée aussi. Ça m'a étonnée aussi de pas observer, enfin de pas lire ça. Mais en y réfléchissant, ce qui a été mesuré là, c'est des résultats. Des résultats dans le cadre d'une d'une formation, mince, j'ai plus le mot, j'ai que la formation continue, d'une formation initiale avec, derrière, un diplôme à avoir. Mm. La ludopédagogie, elle va plus loin pour moi. La ludopédagogie, c'est pas juste avoir un résultat en temps voulu, c'est avoir, la mémoire à plus long terme. C'est permettre, d'ancrer, à plus long terme,
Alors, je ne peux pas te donner des statistiques et des évaluations comme tu le souhaites non plus, parce que je ne suis pas chercheuse. Mais c'est mon observation, c'est que derrière, si j'engage la ludopédagogie, je suis à peu près certaine que ce que je vais transmettre ou ce que les participants vont apprendre plutôt que moi transmettre dans le cadre de cette formation, ils vont le garder et le conserver beaucoup plus longtemps que juste à la fin de la séquence. Est-ce qu'on y voit le lien évident entre l'émotion suscitée par l'action qui va augmenter notre capacité de mémorisation? Ah ben évidemment, oui, c'est un des facteurs clés. Alors, moi, je me repose énormément sur la neuroéducation pour comprendre pourquoi la ludopédagogie est efficace. Et les 4 piliers de l'apprentissage, mais aussi les émotions et le mouvement. On parlait des mouvements juste avant le podcast, donc ça, ça fait partie des choses, comment le corps, les émotions sont utilisées. Mais avec les 4 piliers de l'apprentissage, il y a aussi des points intéressants. Ça va favoriser l'attention. Dans une activité ludopédagogique, on a de l'engagement actif, c'est-à-dire que les participants, ils sont toujours à travailler sur un sujet, même si c'est plus plaisant avec une activité ludique. Il y a du feedback parce que derrière, il y a un temps de débriefing et de correction de l'activité. Et puis, il y a de la rétroaction à partir du moment où cette activité-là, elle va servir à réactiver. Il y a de la consolidation en fait qui peut se faire à partir du moment où cette activité va être réactivée sur un temps pas le jour J, mais J+3, J+10, J+30 avec de la répétition en fait. Oui, tout ce qui va favoriser la mémorisation à long terme. Oui. Ouais, tout à fait. Ça, c'est des choses que moi j'appliquais la règle des 1-3, un jour, 3 jours, une semaine, 3 semaines, un mois, 3 mois. Oui, ça, alors je me suis pas encore employée à essayer ça. Je trouve que c'est hyper contraignant. Alors, c'est digitalisable assez facilement par l'envoi de juste une petite question de réactivation. Tu sais que tu vas pouvoir faire passer à la personne, soit par SMS, soit par mail. Et du coup, cette petite question une petite question toussée avec le bon choix et le mauvais choix quand même. On va pas les faire chercher pendant 3 heures, faut pas que ça soit une problématique. Mais du coup, ça va réactiver à ce moment-là et tu vas refaire un contact neuronal avec ce que tu as appris antérieurement. Et ça, c'est très efficace. Et là, les outils digitaux aident à faire ça, mais d'une simplicité super simple. Tout après, c'est de programmer des envois automatisés de réactivation, on va dire. Voilà. Alors moi, j'ai proposé d'autres types de réactivation. J'ai proposé un cahier de vacances où on avait des activités qui réactivaient des choses vues pendant la formation. J'avais fait aussi un défi, une mission où on va réutiliser ce qu'on a appris dans le cadre d'un temps ludique. J'avais aussi une activité bac à sable pour expérimenter. Et ça marche bien aussi, de pouvoir se dire je le fais, mais je risque pas de faire mal. C'est ça. J'ai les filets de protection tout le tour et j'ai presque envie de me dire je vais aller voir au bout du bout jusqu'à temps que je glisse, quoi. Ouais, je peux faire une bêtise, je peux effacer, c'est cool. Voilà, c'est pas grave. Voilà, je sais que je peux me tromper. Et ça, c'est hyper important. Voilà, il y a plusieurs manières d'étirer effectivement et de réactiver. Et la ludopédagogie l'aide. Question, tu interviens dans des centres de formation? Ça m'arrive assez peu. Ouais. Ah d'accord, assez peu. Ça veut dire que toi, tu traites tes clients en direct, hein, tu es centre de formation, tu les traites en direct? Ouais, j'essaie de développer effectivement une offre en direct auprès de formateurs qui ont envie de découvrir et d'appliquer la ludopédagogie. Enfin, je fais aussi d'autres contenus, je fais aussi sur la facilitation de l'apprentissage. Qu'est-ce que tu appelles la facilitation de l'apprentissage?
Mmh, Tout simplement, hein. ça, comment je me positionne pour accompagner l'apprenant dans son besoin d'acquérir de nouvelles compétences par rapport à son projet perso ou pro, avec des outils, on a parlé de la neuroéducation, on peut parler, de la ludopédagogie, on peut parler de la chronobiologie aussi. C'est comment je m'empare de tout ce que je sais de comment l'adulte apprend, pour faciliter, son apprentissage. Tu parles de comment l'adulte apprend, tu fais référence à l'andragogie? En partie, mais aussi d'un point de vue, cognitif. Heu, on parlait des émotions qui jouent un rôle dans l'apprentissage, dans la mémorisation. Oui. Il y a aussi, la curiosité qui est pour moi, quelque chose, à travailler énormément, pour, heu, pour apprendre, à venir titiller, à venir enrichir, à venir ouais, développer. Il y a, la motivation qui est un levier, à comprendre comment il fonctionne. Moi, j'aime bien, leur les faire passer dans la motivation intrinsèque, heu et leur donner le goût, en fait, derrière. Et j'ai oublié la question initiale, excuse-moi Laurent, du coup, est-ce que je réponds bien? Ah oui, oui, tout à fait, hein, j'entends ce que tu me dis. J'étais tout oui là pour essayer de me projeter. Et est-ce que, une question qui pourrait revenir assez facilement, est-ce que la ludopédagogie ne pourrait pas être perçue des fois comme quelque chose de léger? Tu sais, ouais, bon, c'est bien qu'on s'amuse là, mais bon, moi je suis pas là pour ça, moi tu comprends, moi je suis DAF, j'ai envie de... Ça pourrait Alors être DAF, c'est directeur des affaires faire financières? financière, ouais. Ouais. Excuse-moi, hein. Ouais, ouais. Les acronymes, je suis fâchée. Ah, ok. Non, je te donnerai un exemple, mais par exemple, avec CAF, tu trouves plein d'autres, ou avec CA, tu trouves plein d'acronymes différents. Donc, plein de désignations différentes derrière. Du coup, la question, c'était, La question peut-on c'était, avoir est-ce que je pourrais ne est-ce que je ne pourrais pas penser que c'est pas sérieux parce que c'est ludique? Voilà. bah, je l'ai pas vécu moi. D'accord. J'ai entendu d'autres, ludopédagogues, qui utilisent ou d'autres formateurs qui utilisent la ludopédagogie. Effectivement, ça peut être un ressenti, moi, j'ai d'ailleurs une petite sœur qui est enseignante dans le primaire et qui me dit, «C'est pas sérieux». Heu, c'est, pas un, pour moi, c'est un malentendu. C'est-à-dire, et puis je prends un pas de côté. Heu, c'est un malentendu parce que d'un point de vue, neurosciences, on sait que le jeu favorise, l'effort cognitif. Et il y a plein de d'études qui le confirment. Oui, aujourd'hui, les neurosciences enlèvent plein de mythes, plein de fausses croyances. Effectivement, Et on observe les choses et maintenant, on le les pas de observe. côté que je fais et que je sais que d'autres font aussi, c'est de pas présenter, l'activité comme un jeu, mais comme une activité. En off, tout à l'heure, on parlait d'une expérience que j'avais vécue récemment où je venais de passer 2 heures avec un groupe très enthousiaste. Et là, arrivé la fin de mon intervention, et je voyais bien que ce qui suivait allait pas trop les... En vérité, il manquait de motivation pour aller vers ce qui était l'activité suivante avec un autre formateur. Et je trouvais dommage sur un contenu très administratif, très, comment dire, normé, pas très rigolo, pas sexy, d'avoir les gens, les apprenants, de sentir déjà cette appréhension. Et j'y voyais une souffrance pour mon collègue qui est quelqu'un d'excellent, mais qui a un succès, qui a un truc pas sexy. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces gens-là, là, à ces formateurs-là? Comment ils peuvent un petit peu reprendre et redonner du goût pour ce qu'ils offrent à leurs apprenants? Alors moi, avec les archives, j'avais pas, un sujet sexy non plus et puis j'avais énormément d'a priori.
Il y a une activité que j'aimais bien faire au démarrage, c'est déconstruire les idées reçues sur le sujet. Ouais. On peut le faire de manière juste question-réponse, mais on peut le faire aussi de manière ludique. Et puis, il y a une activité que j'aime bien maintenant aussi utiliser, c'est de faire le scénario catastrophe. C'est-à-dire, qu'est-ce qui peut être la pire formation pour toi? Ouais. Et ça casse tout de suite, ça permet d'alléger tout de suite le, je Ouais, trouve là, pas le mot, mais non, mais là, ça dédramatise ça le truc. dédramatise, voilà, et ça Ouais. permet de donner des réponses immédiates à des idées reçues et de pouvoir permettre justement d'avoir envie de découvrir davantage sur ces questions. J'avais fait un petit truc comme ça un jour sur, tu sais, la préparation d'un entretien d'embauche. Je trouvais que il y avait un problème, c'est que les gens que j'accompagnais avaient déjà eu des dizaines d'ordres et de contre-ordres et d'idées, de contre-idées sur le sujet. Et moi, je me disais, bah, je passe après tout le monde, qu'est-ce que je vais faire? Puis j'avais eu l'idée, c'est surtout une journée, il faisait très très chaud, un plein été, et j'ai dit, écoutez, nous déjà, on va aller dehors, on va décontextualiser l'apprentissage, on va aller se mettre dehors, hein, aux fraises, sous les sapins, et puis on va faire quelque chose. Voilà le jeu, tu vois, même c'est ça. Je suis votre pire ennemi, et vous allez me donner les pires conseils pour que je rate mon entretien d'embauche. Et on a fait ça et c'était incroyable comment les gens se sont pris au jeu. On a même fait, enfin, ils ont même proposé de faire des mini-sketchs pour Oui, on peut le simuler ces trucs. théâtraliser en plus, ouais. Ah ouais, c'était incroyable. Donc, Ouais. le sujet, sujet bateau, pas forcément pas sexy, mais pas quelque chose qui retient l'intérêt parce que, tu sais, ils ont été brassés dans tous les sens, on leur a dit tout et son contraire. Puis là, toi, t'arrives, bon, faut susciter l'intérêt, il fait chaud, on est en plein été. Et là, du coup, c'est vraiment une petite solution assez sympa. C'est l'antithèse, quoi, comme tu viens de le L'antithèse, dire. ouais, Et mais c'est ça, ce que c'est super. c'est génial. Moi, dans une formation là que j'ai faite il y a pas longtemps, j'ai demandé aux apprenantes de travailler sur les moyens que les apprenants n'apprennent pas. Ah ouais, comment je peux faire pour les empêcher d'apprendre à tout prix? Voilà. Ah, c'est excellent, Bon, ça. après, ça permet de construire des moyens pour y arriver, mais Bah oui, l'impuissance apprise, il y a plein de petites choses comme ça qui peuvent freiner l'apprentissage, mais du coup, on les conscientise. C'est super. voilà. Tu parles que tes interventions, pardon, se font autour de formateurs, donc de formatrices. Parle-nous un peu de ton public à toi. Aujourd'hui, il est pas très nombreux ce public. Je m'adresse à des. Alors, j'ai eu par exemple des enseignants en secondaire, des enseignantes. J'ai eu beaucoup de femmes. J'ai eu des personnes en reconversion sans avoir une idée figée. J'ai eu des personnes, je dis des, mais en fait, enfin, c'est pas toujours des, c'est qui sont en formation de formateurs et qui veulent approfondir un sujet-là. Mhm. Des formatrices ou formateurs en fonction, qui ont alors ça, c'est dans le cadre d'un organisme de formation qui m'avait commandé une formation, premier pas de ludopédagogue, et donc c'était des formateurs qui découvraient aussi comment on peut utiliser la ludopédagogie dans d'autres formations. Et donc c'est des formateurs expérimentés, souvent en présentiel, parfois en distanciel. Donc voilà, ça peut être via des organismes de formation, ça m'est arrivé, ou en direct dans le cadre des formations que je programme. Voire un accompagnement pour la ludicisation. Enfin voilà, je ne m'interdis pas non plus le coaching. Ça m'est déjà arrivé et je pense que je vais le pérenniser. En moyenne, la durée d'un de tes accompagnements, ça peut être quoi la variable, sachant que ce sont des gens qui n'ont peut-être pas beaucoup de temps, qui ont une petite idée. Tout dépend de ce qu'on veut faire. Ouais. En 1 heure, moi, je peux te donner on peut avoir un échange qui te permettra d'avoir des idées concrètes et des outils pour faire. Si, mais pour faire des choses qui sont simples à faire. Oui, oui, tout à fait. Si tu veux aller plus loin dans la complexité, ça demandera sans doute un peu plus de temps. Mais D'accord. c'est difficile de répondre sans avoir une idée précise de ton Oui. projet. Quel est le diagnostic? Voilà.
Très bien. Est-ce que tu voudrais développer un petit peu cette relation entre les sciences cognitives et la ludopédagogie? Comment tu vois l'articulation entre les deux, toi? Ou comment tu nommes ces choses-là? Est-ce que j'ai un vocabulaire spécifique? Je sais pas. Ce que je remarque, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'experts en neuroéducation qui partagent des outils sur la ludopédagogie. Donc, il y a bien un moment où les deux se rencontrent. Euh, Oui, voilà. et c'est pas moi, parce que j'aime la ludopédagogie, qui dit que ça fonctionne. Ouais, c'est clair. Ça fait partie des outils, ce que je le disais un peu plus tôt dans notre conversation. Si on prend par exemple un défi à résoudre, ce que ça va faire en toi, s'il est du niveau et que tu le penses atteignable, ça va te donner envie de répondre à ce défi et de voir à quel point tu es capable de le réussir. Donc ça va te confirmer ou t'infirmer dans cette réussite. Donc ça va t'engager, ça va te créer un focus attentionnel sur cette activité. Tu vas sans doute ressentir un moment de concentration intense pendant le temps de résolution de ce défi, ce qu'on appelle le flow. Et c'est ça qui va favoriser, en gros, ton investissement et ton engagement dans le temps, et ta motivation à réaliser cet exploit. Et ensuite, derrière, tu auras sans doute un effet dopamine parce que tu Ah, parce auras qu'on réussit. réussi. Tu auras réussi, peut-être que tu as une petite récompense à la fin, ça dépend des Ouais. formateurs. Moi, c'est Mm. pas toujours quelque chose que j'active, mais tu auras un félicitat de ta réussite Mm. à minima, et puis à maxima, tu pourras le réutiliser pour avancer sur d'autres sujets et tu auras une grande satisfaction à avoir acquis et avoir réussi cette compétence via cette activité. Je me posais une question par rapport à l'hétérogénéité des personnes qu'on a dans les groupes. On a quelque chose qui s'appelle la zone proximale de développement, c'est-à-dire notre capacité à intégrer des idées nouvelles. Est-ce que, par exemple, on pourrait envisager, dans un groupe hétérogène, dont les ZPD ne sont pas forcément identiques, avoir des graduations, des propositions, des défis, des challenges qui soient différents d'un groupe de personnes à d'autres dans une même activité au même moment? Alors, je pense à un autre levier qui peut être aussi une question de niveau de difficulté. Oui. C'est-à-dire qu'on peut graduer la difficulté et laisser l'apprenant à aller au niveau et au rythme qu'il veut. Oui. Oui, oui, c'est la meilleure façon pour lui de connaître, de toucher sa limite en vérité. Voilà. Très bien. Et moi, j'ai été confronté à ça assez régulièrement hein, dans les apprentissages que j'accompagnais. À un moment, je transformais ceux qui... En gros, je me disais, voilà l'activité, j'ai prévu 20 minutes, certains la feront en 15 minutes, qu'est-ce qu'ils font des 5 minutes après? Et du coup, je les ai mis en position d'accompagnement et de tutorer l'apprentissage des autres sans jamais leur donner de réponse, Oui. uniquement en allant solliciter des questions par des questions. Et du coup, voilà un exemple de ce que moi je mettais en place qui marchait relativement bien et qui répondait aussi à des interrogations des formateurs qui intervenaient sur les dispositifs que je pilotais. C'était qu'est-ce qu'on fait des gens qui vont trop vite quoi, ou qui vont bien vite? Oui. Alors sur la gestion du rythme, j'ai aussi des activités bonus qui permettent d'aller plus loin Ouais, voilà. Ça, c'est bien et aussi. qu'on Et peut individualiser, quoi. c'est quoi l'idée des activités bonus chez toi? Parce que moi, donc, j'avais fait le choix de... Moi, je m'étais dit qu'enseigner étant la meilleure façon d'apprendre, autant les aider à enseigner aux autres ce qu'ils venaient d'apprendre. Oui, alors là, ça dépend la matière qu'on a à enseigner. Enseigner, Enfin, ouais. voilà. Mais moi, sur des rythmes différents, j'avais des petits jeux très simples comme les jeux de mots
Alors, du coup, là, plutôt mots croisés parce que ça permet de réfléchir davantage. Oui. Et enfin, on peut réfléchir à d'autres activités très simples qui demandent pas beaucoup de temps de réalisation et qui sont faciles à caser. Il y a quelque chose sur lequel tu es revenu assez régulièrement, ce sont des jeux de mots. Est-ce que pour toi, la capacité de verbaliser fait partie de la capacité de métacognition des apprentissages que l'on vient de faire? Est-ce que c'est le but? Non, Pas je du l'avais tout? pas du tout réfléchi comme ça. C'est qu'en ce moment, je suis beaucoup sur ces sujets-là dans mes parcours. Alors, je dis pas, c'était pas un non parce que c'était pas mon intention, mais sans doute que effectivement, te rejoins le fait de verbaliser. Moi, enfin, et même, c'est pas sans doute. Je pense il y a des lectures qui me le confirment, et je le vois aussi dans ma pratique, comme je le vois aussi chez ma fille. C'est à partir du moment où je suis capable d'expliquer à un autre, avec mes mots, un domaine, une compétence, ben j'apprends. Et je crois qu'il faudrait rajouter de façon chronologique. C'est-à-dire comment je décris de façon chronologique ce que je viens de faire. La chronologie est un élément qui permet de mettre dans l'ordre dans la tête, quoi. Oui. Comment je peux aider un autre à faire en précisant le comment. Oui. Là, il y a un outil qui s'appelle l'entretien d'explicitation qui va permettre d'accompagner cette métacognition qui est très importante dans la conscientisation de ce que l'on fait, de passer d'une compétence inconsciente, des fois, à une compétence consciente. Et alors moi, il y a par rapport à, au langage, puisque c'était ta question, Oui. il y a quelque chose que je favorise beaucoup, c'est les interactions dans les activités interactives. En fait. C'est par exemple, enfin, on a à résoudre, à remettre en ordre la procédure pour faire détruire des documents. Oui, parce qu'on en détruit aussi. On a des étapes et puis c'est ensemble qu'on va échanger sur c'est dans quel ordre qu'on va les mettre. Ah, Et donc il faut obtenir non seulement la compréhension de chaque étape, mais aussi la logique et le consensus. Et on vient vérifier derrière. euh, et là, on a pu confirmer qu'effectivement, il maîtrisait mieux la procédure. bah oui, oui, c'est la métacognition. Hein. Je réfléchis Oui. et je comprends. C'est le réfléchissement. Je comprends ce que je comprends. Mm, mm. Voilà. Ça paraît bête comme façon de dire, mais c'est la réalité. Tu aurais un point à aborder qu'on n'aurait pas abordé? Tu aurais quelque chose que tu voudrais nous partager? C'est difficile à dire parce qu'on est allé un peu sur beaucoup de sujets qui me passionnent. Moi, je dirais que c'est un peu pour ça que j'ai appelé mon entreprise Allegria Goggia. Parce que tout ça, pour moi, ça a un lien, c'est le plaisir d'apprendre. C'est comment on va. Alors, et puis, j'irai plus loin. C'est pas le plaisir d'apprendre, c'est qu'on va développer chez les autres. C'est aussi le plaisir d'enseigner. C'est ce que tu me demandais tout à l'heure. Oui. C'est que j'ai une remarque à faire et teste-la, enfin, si tu l'as pas déjà fait, ou testez-la, ceux qui écoutent. Un sourire engage un autre un Sourire. sourire. Mm. Et ben juste ça, enfin, le plaisir est contagieux aussi. Le sourire est contagieux, le plaisir est contagieux. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez euh, encourager cette émotion-là chez les participants, et ben vous allez la ressentir. Eh ben, écoute, je trouve que c'est une très belle incitation. Faire sourire, donner du plaisir, faciliter l'apprentissage. Tu es une facilitatrice. Mm. Bien, écoute, je te remercie d'être venu nous partager ce qui me semble fondamental aujourd'hui dans ce que l'on veut donner à nos apprenants.
Je mettrai tous les éléments qui vont permettre à nos auditeurs de te joindre et je leur dis de ne pas hésiter à aller se sourcer, à aller se nourrir, à aller profiter des formations que tu peux leur dispenser sans modération, voilà. Et puis, écoute, j'espère qu'ils auront passé comme nous un bon moment et je te remercie, Sonia, d'être venue partager tout ça avec nous. Eh beh, je te remercie beaucoup pour ton invitation et pour toutes ces questions qui m'ont aidée aussi à faire ma métacognition sur comment je faisais de la formation. Comme quoi. Oui, c'est avec plaisir que je poursuivrai les échanges avec ceux qui me poseront des questions et que je partagerai les ressources. Il y a pas de souci et j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à cet échange. Très bien, merci et à bientôt pour de nouvelles aventures sur le podcast de la formation.